Mesdames et messieurs, j'ai mis la veste, petit nœud pape. Aujourd'hui, je vous montre comment faire des timelapses au top. C'est parti! Le pro en la matière, l'expert en timelapse, vous le connaissez peut-être, c'est un maker qui s'appelle Wild Rose Builds sur YouTube. Il fait des timelapses magnifiques, mais comment il fait? Il n'a jamais fait de tuto. C'est quoi son secret? C'est quoi ses paramètres? Pourtant on le sait, faire de beaux timelapses en impression 3D, avoir un rendu hyper clean, hyper satisfaisant à regarder, c'est pas évident à obtenir. Et en plus, mesdames et messieurs, il n'y a pas forcément de tuto bien complet sur le sujet pour nous dire exactement comment faire. Alors vous savez quoi, hein? J'ai décidé, mesdames et messieurs, de changer le cours du temps. Voilà, pour la peine. Bon, apparemment, c'est pas à ça que ça servait, désolé. J'ai décidé de vous faire un tuto complet, le plus simple possible à comprendre, pour que vous aussi, vous puissiez partager vos créations en impression 3D ou avec classe. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater ce genre de vidéos sur la chaîne. On abrège, c'est parti! Un petit peu chaud, mesdames et messieurs. Dans un premier temps, le matériel, qu'est-ce qu'il faut avoir pour faire de beaux timelapses en impression 3D? Numéro 1, un Raspberry Pi avec son alimentation, équipé d'une carte SD de minimum 8 Go, un appareil photo avec son câble USB et si possible avec une alimentation permanente que l'on peut facilement acheter sur des sites comme AliExpress. Ça évite de tomber en rade pendant le timelapse. Une bonne source de lumière, la plupart des lampes feront l'affaire, mais l'idéal ça reste d'utiliser une softbox premier prix Amazon, si possible avec une Philips Hue pour apporter un peu de couleur de style au timelapse. Et enfin, une imprimante 3D avec son câble USB. La plupart des imprimantes 3D feront l'affaire. Moi ici, j'utilise la Sidewinder X1. Pour plus d'infos sur cette imprimante, je vous redirige vers cette vidéo. Si dans cette liste, tu n'as pas d'appareil photo, tu peux toujours utiliser une webcam ou un objectif adapté pour ton Raspberry. Mais il ne faudra pas s'attendre à un résultat de fou, mais pour commencer, c'est pas mal. Le principe du timelapse, c'est de prendre des photos régulièrement pendant l'impression, de les mettre bout à bout pour former cet effet vidéo. Et c'est d'ailleurs ça, une vidéo, des images bout à bout. Donc meilleure sera la qualité de la photo, meilleur sera le timelapse. Je vous mets le matos que j'utilise personnellement en description. Et si vous n'avez toujours pas de Raspberry Pi, foncez, vous allez voir, c'est utile pour plein de projets. En tout cas, ça ne sera pas une perte d'argent. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, comment ça va se passer? Dans un premier temps, on va installer Octoprint sur le Raspberry et bien le paramétrer. Pour ceux qui ne savent pas, Octoprint, c'est une sorte d'interface web pour contrôler l'imprimante 3D à distance. Ensuite, on va installer un plugin d'Octoprint qui s'appelle Octolapse. C'est lui qui va gérer les timelapses et prendre les photos au bon moment. On va bien le paramétrer également. Enfin, pour que notre appareil photo puisse être utilisé par Octolapse, on va installer Gphoto 2 sur le Raspberry. C'est l'étape la plus délicate, mais vous inquiétez pas, je vous tiens par la main et c'est pas si compliqué. Allez, c'est parti, première étape, on va installer Octoprint, on va sur le PC ou le Mac et on commence par formater la carte micro SD en FAT32. Donc on fait un clic droit sur la carte SD, on clique sur formater et ensuite sur démarrer. Voilà, il n'y a rien de compliqué ici. Ensuite, on télécharge la dernière version d'Octoprint sur leur site. Pour ça, je vous laisse un lien en description. On décompresse le dossier pour récupérer le fichier IMG qui est l'image d'Octoprint que l'on va installer sur la carte SD. Pour ça, personnellement, j'utilise Win32Disk. Je sélectionne mon fichier, je fais attention d'être sur la carte SD et je clique sur Écrire. Ça y est, Octoprint est presque prêt. Dernière étape, on clique sur le lecteur Boot et à l'aide du bloc-notes, on va ouvrir le fichier Octopi WPA Supplicant et on vient renseigner le nom de notre Wi-Fi
et le mot de passe à la place de SSID et PSK. Attention de bien faire cela sur la clé WPA WPA2. On peut maintenant retirer la carte micro SD, l'insérer dans le Raspberry, brancher le câble USB de l'imprimante et mettre sous tension. Bravo, première étape réussie. Deuxième étape, on va maintenant configurer Octoprint. Pour y avoir accès, il faut connaître l'adresse IP du Raspberry. Pour ça, on peut utiliser sur Windows Advanced IP Scanner ou sur nos téléphones l'application Ping en faisant une recherche d'appareil. L'adresse IP devrait apparaître sous le nom de Octoprint. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. On teste les adresses IP une par une sur le navigateur web jusqu'à tomber sur l'interface de Octoprint tout simplement. Si vous êtes bloqué et qu'aucune adresse IP ne fonctionne, c'est certainement que le Raspberry n'arrive pas à se connecter au Wi-Fi. Donc bien revérifier les informations que l'on a rentrées dans le fichier pendant l'étape 1 et normalement ça devrait marcher. Quand on arrive pour la première fois sur Octoprint, il y a une pop-up de bienvenue. Il faut simplement créer un compte, rentrer les informations de notre imprimante. Donc c'est la taille du plateau, s'il est chauffant ou non. Et pour l'onglet Axe, on peut laisser par défaut. Et pour la buse, dans le dernier onglet, en général, on utilise 0,4 mm de diamètre. Une fois terminé, on se retrouve sur l'interface avec des pop-ups sur la droite qui nous indiquent de faire souvent des mises à jour. Donc ne pas hésiter à les faire. Une fois bien à jour, pour être sûr que tout fonctionne, on va tester la connexion avec l'imprimante. On fait attention qu'elle est bien allumée et qu'elle est bien connectée au Raspberry via le câble USB. On choisit Auto pour le port série et pour le baud rate et on choisit notre imprimante et on clique sur Connect. Normalement, c'est tout bon, on est dans la matrice. On peut contrôler notre imprimante à distance, la température, les axes, etc. Parfois, c'est un peu capricieux, ça ne fonctionne pas du premier coup, donc n'hésitez pas à vous déconnecter, à vous reconnecter jusqu'à ce que ça marche. Si au bout de 3-4 fois, ça ne marche toujours pas, vérifiez que vous êtes bien connecté en USB et que l'imprimante est sous tension. Normalement, c'est tout bon. Deuxième étape terminée. Mesdames et messieurs, on passe maintenant aux choses sérieuses. On va installer le plugin pour nous permettre de faire ces beaux timelapses. Pour ça, c'est très simple. Direction les paramètres d'Octoprint. On va dans le plugin manager. On clique sur Get More et on va chercher Octolapse et on clique sur Install, tout simplement. Une fois installé, dans l'interface principale, un nouvel onglet s'est rajouté, celui d'Octolapse. Et c'est ici qu'on va tout bien paramétrer nos timelapses. Vous remarquez qu'il y a un autre onglet Timelapse sur la gauche installé de base sur Octoprint. Franchement, c'est pas top. Moi, je ne l'ai jamais utilisé, mais apparemment, ça vaut pas trop le coup. Autant se concentrer sur Octolapse pour avoir un résultat vraiment beau. Ça enchaîne, troisième étape validée, on va maintenant passer à la quatrième étape, la configuration d'Octolapse. Pour ça, on va dans l'onglet et on commence par renseigner le profil d'imprimante qu'on utilise. Et si par défaut, il n'existe pas, ce qui est le cas pour moi, on retourne dans les paramètres d'Octoprint, on va dans Octolapse, dans Printer, on clique sur Add Profile et on renseigne tous les différents paramètres. Évidemment, ça dépendra de votre imprimante. Je vous donne quand même l'exemple. Pour ma Sidewinder X1, je choisis bien le slicer que j'utilise et tous les paramètres correspondants, la hauteur de couche, la vitesse, la rétraction. Ensuite, pour la plupart des imprimantes dans la rubrique Build Volume and Origin, on laisse tout par défaut, excepté dans Firmware Settings, on utilise les paramètres suivants et dans G-Code Settings, attention à bien utiliser la commande Snap. Si vous n'avez rien compris à quoi servent tous ces derniers paramètres, n'y prêtez pas attention, c'est pas grave, le but c'est que ça fonctionne. Une fois le profil créé, on revient sur notre onglet Octolapse pour choisir la stabilisation. C'est simplement l'endroit où l'extrudeur va se positionner pendant la photo. Moi, je l'utilise tout le temps derrière à gauche. Dans Trigger, attention, c'est là souvent que tout se joue. Ça correspond à quel moment Octolapse va prendre la photo. De ce que j'ai testé, celui qui fonctionne vraiment bien, c'est le Smart High Quality. Dans les paramètres de rendu, on sélectionne le format de sortie du timelapse. Donc ça, c'est génial, Octolapse nous fait automatiquement le timelapse en sortie. Cependant, je n'utilise jamais ce paramètre, je préfère exporter toutes les photos moi-même pour éviter les pertes et faire le montage moi-même en sortie.
Je vous montrerai tout ça en fin de vidéo. Si on veut quelque chose de vraiment clean, en tout cas, c'est ce qu'il faut faire. Pour finir, on sélectionne la caméra, donc choisissez la webcam par défaut si vous en utilisez une, ou sinon, il faut ajouter un profil pour notre appareil photo. Et c'est ce que je fais ici puisque j'utilise un Canon EOS Mark II. Pour ça, on retourne dans les paramètres d'Octolapse. Mais juste avant, soyez sûr que votre appareil est compatible avec le Raspberry. Et pour ça, je vous laisse un lien en description. Ça serait dommage de tout paramétrer alors que ça ne sert à rien. On va dans l'onglet Caméra puis Add Profile. Dans le type de caméra, on renseigne External Camera Script et on ajoute la commande suivante ainsi que les options suivantes. Ensuite, on laisse tout par défaut et plus bas, on save. Encore une fois, ne vous embêtez pas sur la compréhension de ces paramètres. On vient désactiver le test mode, on active le plugin Octolapse et ça y est, notre Octolapse est quasi paramétré. 4e étape validée, mesdames et messieurs. Bravo si vous êtes arrivés jusqu'ici. Tip top! Yes! On attaque maintenant le boss final de ce tuto, l'installation de Gphoto sur le Raspberry. C'est lui qui va permettre à Octolapse de reconnaître notre appareil photo. Le problème pour ça, c'est qu'on n'a pas vraiment d'interface d'installation. On va devoir communiquer manuellement au Raspberry à distance par SSH. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. On peut imaginer que c'est un peu comme se connecter via Bluetooth pour envoyer des informations. On va avoir besoin d'un petit logiciel pour ça qui s'appelle Putty. Oui, Putty, pas Poutine. Disponible gratuitement sur leur site, je vous laisse un lien en description. Une fois le logiciel ouvert, on vient renseigner l'adresse IP du Raspberry ainsi que le port numéro 22. On clique sur Open et un terminal va s'ouvrir. Il faut rentrer un login et un mot de passe. Par défaut, c'est Pi pour le login et Raspberry pour le mot de passe. Pour le mot de passe, c'est normal qu'il ne s'écrit pas. En vrai, il s'écrit, c'est juste par raison de sécurité. Ensuite, on va taper quelques commandes. Je vous recommande de faire du copier-coller. Je vous mets ça en description. Et on commence par celle-ci, sudo apt-get install Gphoto 2. Ça va tout simplement installer Gphoto 2 sur le Raspberry. Au passage, pour coller ces lignes de commande sur le terminal, un CTRL-V ne va pas marcher. Ici, on fait simplement un clic droit. On reste patient, l'installation peut durer 5 à 10 minutes. Ensuite, il faut autoriser Gphoto 2 à faire ce qu'il a à faire sans qu'il nous demande à chaque fois une autorisation. Mais juste avant ça, on va taper Where is Gphoto 2 ? Je parle à moitié français, à moitié anglais. C'est très moche. Donc, Where is Gphoto 2 et on note bien le chemin d'installation qu'on va avoir besoin par la suite. Maintenant, on tape la commande sudo visudo et on arrive dans une sorte de script. Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien à comprendre. On va tout en bas du script avec la flèche et on copie le code suivant. On vérifie bien que le chemin est identique à celui qu'on a noté juste avant. On appuie sur CTRL-O pour sauvegarder. On appuie sur Entrée. Et pour sortir du script, on appuie sur CTRL-X. Ensuite, on va redémarrer le Raspberry avec la commande sudo reboot et on attend 1 à 2 minutes qu'il redémarre. Et mesdames et messieurs, bravo, car jusqu'ici, Gphoto 2 est installé sur le Raspberry et c'est censé fonctionner. Néanmoins, on va quand même faire quelques tests pour être sûr que notre appareil photo répond bien au Raspberry. Pour ça, on connecte notre appareil photo au Raspberry en USB. On redémarre notre logiciel Putty et on se reconnecte en SSH. Et on tape la commande Gphoto 2-auto-detect. Et normalement, si votre appareil est compatible, on devrait voir apparaître le nom du modèle. Si c'est le cas, c'est top. On teste la prise de photo avec cette commande et quand on appuie sur Entrée, on devrait entendre l'appareil prendre une photo. On y est presque, mesdames et messieurs. Ultime étape, on va taper cette commande pour aller dans le répertoire des scripts et on va en créer un nouveau avec cette commande. On vient copier le script que je vous mets dispo en description. Comme tout à l'heure, on sauvegarde avec CTRL-O, on fait Entrée et CTRL-X pour quitter le script et on tape cette dernière et ultime commande, je vous promets celle-là c'est la dernière, pour donner la permission à Gphoto 2 d'utiliser le script qu'on vient de créer. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo, utiliser du SSH pour la première fois, c'est pas forcément intuitif et évident. On peut maintenant installer correctement notre appareil photo, placer nos différentes lumières, la petite horloge. Et pour avoir les photos les plus belles possibles, ça demande quelques connaissances dans le domaine, mais rien de compliqué, je vous explique. Premier point, si possible, il faut être dans un environnement où la luminosité ne va pas changer
pendant le timelapse. Deuxième point, on shoot sans l'autofocus, on vient régler l'objectif manuellement avec une pièce sur le plateau. Troisième point, on va shooter en manuel pour être bien exposé. Donc ici, on diminue l'ouverture entre 6 et 9 pour espérer avoir notre objet entièrement net. On diminue le shutter speed aux alentours de 1/30e ou 1/50e. Et enfin, on équilibre la luminosité avec les ISO selon votre éclairage. Ça, c'était vraiment pour le côté photo, mais je vous donne toutes les cartes en main pour faire les plus beaux timelapses possibles. Vous pouvez toujours utiliser le mode automatique de votre appareil photo, mais c'est à vos risques et périls. Le but, c'est d'avoir les mêmes réglages tout au long du timelapse et en automatique, ça peut un peu varier. En tout cas, le setup est prêt. On va pouvoir lancer notre première impression. Sur Octoprint, on vient uploader un G-code d'une impression qu'on a préparée depuis un slicer comme Cura, Simplify 3D, Prusa Slicer, etc. On peut aussi faire un cliquer-glisser et on clique sur le petit icône imprimé de notre fichier pour lancer l'impression. Si tout s'est bien passé, bravo, parce que c'est pas si évident. Néanmoins, si ça marche pas et que vous rencontrez des messages d'erreur, il faut retourner dans les paramètres, aller dans la rubrique Logging et ouvrir avec le bloc-notes le fichier plugin-octolapse et vous aurez un descriptif de ce qui ne va pas. Ça permet de débugger et de voir vraiment ce qui ne fonctionne pas. En général, on trouve la solution. Une fois l'impression terminée, on peut récupérer directement le timelapse dans l'onglet d'Octolapse en cliquant sur vidéo et images ou télécharger directement les photos et les importer sur un logiciel de montage comme After Effects. Moi, c'est ce que je fais. Ça me permet de ne pas perdre en qualité et puis d'ajouter des petits mouvements de caméra. Je vous montre ça pour ceux que ça intéresse. J'ouvre After Effects, je clique sur Importer, je vais dans le dossier de mes images, je clique sur la première image, je vérifie bien que la petite case séquence d'images est bien cochée et je clique sur Importer. After Effects a automatiquement regroupé mes images en une séquence que je peux importer dans une nouvelle composition. On peut ensuite ajouter des petits mouvements de caméra et de base, la séquence d'images est en 30 fps. Pour avoir un mouvement encore vraiment plus fluide, comme Wild Rose Build sur YouTube, je fais un clic droit sur ma séquence, interpréter le métrage, puis principal. Et ici, je change en 60 fps. Je peux ensuite exporter ma composition, l'insérer dans Premiere Pro et ça y est, on a un timelapse tip top. C'était pas de tout repos, hein, mais c'est les principales étapes pour avoir un truc au top. J'espère que ça vous a plu. Ce tuto, je le fais pour vous, mais aussi pour moi. Ça me permet d'avoir une vidéo support que je peux regarder quand je sais plus trop comment on fait. J'aimerais juste ajouter quelques remarques pour vous aider au mieux que possible. À cause du déplacement de la buse pendant impression pour prendre la photo, on est beaucoup plus sujet à du stringing. Donc n'hésitez pas à augmenter un petit peu vos réglages de rétraction. Ce n'est pas souvent parfait du premier coup. L'idéal, c'est d'avoir une imprimante vraiment bien réglée avant de se lancer dans les timelapses. Si vous avez des soucis, n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Vous me mentionnez dans le salon Impression 3D si vous avez des problèmes. J'essaierai de vous répondre. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao les amis.